Bonjour à tous et bienvenue dans les news de la tech, la 11e émission. Ah oui, c'est la dernière avant les grands départs. Tout à fait. Alors, un premier sujet sur une grosse fuite. 13 milliards de logins en fuite. Et moi. La fuite n'est pas une fuite, comment ça? Oui, tout d'abord, ce n'est pas réellement une nouvelle fuite, mais une compilation de données issues de différents malwares, donc des choses qui s'installent sur votre PC ou le smartphone, et spécialisées dans le vol d'identité et de mots de passe. D'accord, mais c'est inquiétant quand même. Qui est touché? Apple, Google, Facebook, Microsoft, Telegram, des applis en mode SaaS et même des sites gouvernementaux et des VPN. C'est la cata. Tout le monde est touché en fait. Oui, et bien qu'il y ait des doublons et que certaines données sont anciennes, c'est quand même très inquiétant. On fait quoi maintenant? Et moi. On fait quoi maintenant? Alors tout d'abord, Molly, tu peux faire le tour sur le site Have I Been Pwned qui t'indiquera si ton mail est concerné. Il te montrera aussi également l'historique des fuites. Mais si tu es dans la liste, faut pas paniquer. Oh non! C'est probablement une fuite très ancienne. Mais sinon, eh bien c'est le moment d'avoir les bonnes pratiques de sécurité. Alors tout d'abord, à chaque fois que c'est possible, de la double authentification. Vous savez, avec le SMS ou l'empreinte digitale ou encore avec un authenticateur. Oui, je connais. Il faut utiliser également des mots de passe différents pour chaque service. Puis utiliser des bons mots de passe, et puis si possible les renouveler de temps en temps. C'est trop compliqué, tu fais comment? Déjà tu peux enregistrer tes mots de passe dans un logiciel comme KeePass, qui est gratuit et dont la base de données est chiffrée. Chiffré avec quoi? Avec un mot de passe, voire une clé supplémentaire, mais... C'est risqué ce truc, si on te pique cette base, tu es foutu, cher patoche. C'est sûr que le mot de passe de cette base doit être de très bonne qualité, et le fichier doit pas traîner n'importe où. Et sinon? Il y a des services en ligne pour faire ça, tu en utilises? Alors, non, moi j'en utilise pas, mais là pour le coup ça me fait trop peur parce que c'est une sacrée cible pour tous les pirates du monde là. C'est vraiment le butin par excellence. Donc je vais vous donner quand même quelques règles pour faire un bon mot de passe et mémorisable. Ok. Alors d'abord, tu inventes un mot prononçable mais qui fait partie d'aucun dictionnaire, un mot qui n'existe pas. Ensuite, selon le site web, tu ajoutes quelques lettres à des endroits. Et puis, tu rajoutes 2 ou 3 chiffres. Ils commencent pas à 1. Et puis enfin, tu rajoutes un symbole spécial parmi point d'exclamation, dièse, le point, underscore, enfin des symboles qui marchent partout. Mais pas simplement un point d'exclamation à la fin, il y a trop de gens qui font ça. J'ai rien compris. Fais un exemple. Alors oui, on va faire un petit exemple. Alors, pour le mot que je vais inventer le mot bacru. Bacru? Et puis si c'est pour mon système Linux, je vais ajouter les lettres LNX, ce qui fait blanc crux. Ah ouais. J'ajoute ensuite un compteur au milieu, 28, donc ça fait avec la ponctuation, et puis ensuite une majuscule. Ok, mais ça c'est pour Linux, c'est pour ton mot de passe Google, ça donne quoi? Pour Google, pour moi, c'est GGL, donc ça donnerait begag 2, point d'interrogation, 8, crul. Mazette, je crois que je vais faire un peu plus simple, mais je vois l'idée. Oui, tu peux partir d'un mot plus simple comme tapo, bapi, puis ajouter moins de lettres. Et puis c'est mieux d'avoir quand même 10 lettres au final. Alors un sujet suivant, les data centers de l'espace. Alors on va parler d'un projet chinois un peu fou, un data center dans l'espace. Attends, encore plus haut que le cloud computing? C'est le star computing? Ils vont quand même pas mettre une grosse salle de serveurs en orbite? Si, c'est presque ça. En fait, l'idée de la start-up Adaspace, c'est de placer des mini-serveurs solaires en orbite. Et le 14 mai, ils en ont déjà lancé 12. La constellation pourrait en compter 2800. Waouh! Alors l'idée, c'est de traiter les données directement dans l'espace, des données qui sont en général captées par les satellites eux-mêmes, et de les renvoyer sur Terre sous forme de résultats et non pas des données brutes. Alors là-haut, ils sont refroidis naturellement par l'espace, ce qui économise beaucoup d'énergie. Et puis, zéro risque que ton voisin débranche la multiprise. Effectivement, mais surtout, ces data centers sont connectés entre eux et vers la Terre avec des lasers permettant d'atteindre jusqu'à 100 gigabits. Oh, donc, comme dans Star Wars, on va avoir des serveurs qui tirent des lasers? Pas vraiment. Ces faisceaux laser servent à transmettre des données très rapidement, beaucoup plus vite que par des ondes radio habituelles, et avec moins d'interférences. Ok, mais ça passe comment à travers les nuages?
Alors là, c'est un bon point. Oui, il reste des sujets à traiter. Suivre la Terre en mouvement, gérer la météo, mais je te rappelle que c'est une constellation. Donc on pourrait imaginer plusieurs points de réception terrestre afin d'éviter une zone nuageuse temporaire. J'espère juste qu'ils vont appeler ça Star Computing, parce que ça claque. Ils sont trop forts ces Chinois. En France aussi, on a une start-up là-dessus, Latitude, pour les lanceurs de microsatellites, en collaboration avec les Émiratis de Madari Space. Sujet suivant, les consoles R36S. R36S, c'est encore un code, mais ça veut dire quoi? Personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est une console de jeux rétro gaming. Ah oui, les jeux des années 80. C'est ça. Tout tient dans une petite carte micro SD déjà installée dans l'appareil, mais tu peux modifier son contenu. Bah pourquoi faire? Bah ajouter des jeux, mais c'est un véritable ordinateur sous Linux en fait, cette petite console. Ah, ça doit coûter cher, j'imagine. Ah non, pas du tout, 25 à 35 € ces temps-ci. Mais comment c'est possible? C'est incroyable! C'est pour ça que je vais te raconter l'incroyable histoire de ce succès asiatique, ou, que dis-je, de ce succès planétaire. Oh là, tu t'emballes, Patoche! Alors reste avec moi. Il y a longtemps, dans un pays très loin d'ici, vivait une entreprise appelée Hard Kernel. Oh, je suis dans l'ambiance, Patoche! Malheureusement, Hard Kernel ne pouvait pas avoir d'enfants, alors ils décidèrent d'avoir une marque appelée Odroid. Non, là, ça dérape, c'est n'importe nawak. Ouais, tu as raison. Bref, ils ont conçu et proposé un kit pour fabriquer soi-même une console de jeu basée sur la toute nouvelle puce à l'époque, la Rockchip RK3326, une puce chinoise bon marché, ayant 4 cœurs ARM35. Ok, écran 3 pouces et demi, résolution 480, rien d'incroyable. Non, c'est sûr, mais grâce au Linux embarqué, c'était le début d'une saga extraordinaire. Comment ça? Le Rockchip RK, associé à Linux, c'était un coup de génie. Repéré par une entreprise connue pour ses consoles aussi, Anne Bernick. Et donc ils ont fait la même chose quelques mois plus tard, mais avec un écran IPS, donc un peu meilleur, et 2 joysticks, et surtout vendu tout assemblé. Un succès, c'est Anne Bernick? Ah oui, au point que rapidement ils vont sortir une version verticale, avec un écran encore meilleur, mais un joystick en moins. Ok, et la R36 alors? Attends. On n'oublie pas Powkili avec la RGB 20S en 2022. C'est aussi une vraie marque, mais positionnée sur les très bas prix. Et ils vont mettre 2 joysticks et toujours dans le format vertical. Ok, et après? Alors c'est là que ça se complique. En Chine, il y a beaucoup d'ingénieurs capables de fabriquer cette console, et elle est tellement meilleure que ce qui se vend à bas prix que c'est là qu'apparaît... La R36? Non, la R35S. Ah, mais c'est la même que la RGB 20S? Oui, comme un clone, mais l'aventure continue avec la R36S. Ah, Qui positionne les joysticks en bas. C'est une très bonne idée parce que la plupart des jeux des années 80, c'est mieux avec la croix directionnelle et les boutons. C'est plus confortable comme ça, là où c'est positionné. quelle aventure, et donc voilà. Alors non, l'aventure continue après, car d'autres fabricants ont réalisé des dérivés de cette console. Des clones de clones de clones. Tout à fait. Alors certaines sont un peu moins bien, comme paraît-il les K36. En fait, ça dépend. Oh là là, on comprend plus rien. Oui, ça devient compliqué, c'est vrai. Alors, il y a la R36+. Plus? Elle a quoi en plus? Alors, l'écran est plus grand et carré, ce qui est excellent pour les jeux à scrolling vertical. Et puis, elle a souvent le Wi-Fi intégré. Ok, c'est dingue cette histoire. Et c'est pas fini. Hein? Il y a aussi dans le camp des K36 qui ripostent. Les K36? Oui, tu sais, l'autre dérivé, là. Donc, avec la R36 Max, qui a elle aussi un écran carré, avec une forme différente à l'arrière pour améliorer la prise en main. Je trouve que c'est raté entre nous, à l'arrière. Stop! Bon, résumé, faut acheter quoi alors? Bon, bah, écoute, sur Reddit, beaucoup se plaignent qu'ils tombent sur ce qu'ils appellent un clone, alors que tous ceux-ci sont des clones, en vrai. Ah ouais? Mais c'est vrai que les versions plus officielles ont 2 puces pour la RAM et pas une. Une seule puce, c'est mal? Pas forcément, tant qu'il y a 1 giga. En tout cas, selon mon retour d'expérience, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté 4 R36, donc certaines sont des clones, la plupart d'ailleurs. Une R36 Plus et une R36 Max. Bon, pour les jeux d'arcade des années 80-90, c'est parfait, c'est absolument parfait. Pour les consoles modernes, moins. Ça s'arrête à la PlayStation 1, si on peut appeler ça moderne. Mais c'est la R36 Plus ma préférée. Pour info, même mes clones achetés sur Temu, ils marchent. J'ai pas eu de problème me concernant.
Par contre, pour mettre la bonne et même version d'OS sur les 4 consoles que j'ai achetées, et là c'était plus dur, j'ai dû creuser. D'accord, c'est un bon plan alors. C'est quoi tes conseils? Alors, mes conseils, c'est vous restez dans la fourchette de prix 25-35 € moins cher, alors là vous allez avoir des vrais problèmes. Je trouve qu'AliExpress est mieux que Temu pour ce genre de produit. Et puis surtout, les cartes SD fournies avec sont de très très mauvaise qualité. Elles se désintègrent littéralement au bout de quelques heures ou jours. Donc il faut vite faire une copie avec un utilitaire que je mets ici. Ok, c'est un peu compliqué quand même. Et puis surtout, allez voir le tuto que j'ai mis là en lien. Il y a absolument tout ce qu'il faut savoir pour tirer parti. D'accord. Je vais donc acheter une petite carte micro SD en plus de la console. C'est bizarre, il y a beaucoup de prix, hein. Attention Molly, les micro SD sont atteintes d'une maladie grave ces temps-ci, comme à peu près toutes les mémoires flash. Ah mon Dieu, j'ai peur! Et donc sujet suivant, les fake flash. Il y a quelque chose de pourri au royaume du flash. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Patoche? Eh bien, après avoir eu de nombreux problèmes personnellement avec des cartes micro SD, et même celles qui ont une marque à poser dessus, je me suis rendu compte que beaucoup étaient des contrefaçons. Elle ne marche pas? Eh ben si, elle marche, c'est ça le problème, mais un certain temps. C'est-à-dire que voilà, elles vont tomber en panne. Mais le pire, c'est lorsque le vendeur te ment sur la capacité et qui, en fait, une carte de 32 Go, il te la vend pour une carte 512 ou 1 Tera. D'autant que cette carte va déclarer à Windows qu'elle a 512 ou 1 Tera. Mais comment c'est possible ça? Bah, le petit contrôleur qui est situé à l'intérieur de la carte déclare plus que ce qu'il a vraiment. Et lorsque tu écriras plus que 32 Go, il va écraser les premiers secteurs, sauf la table de partition pour maintenir l'illusion, parce que c'est un véritable piège. Tout semble marcher jusqu'au jour où tu as vraiment besoin des fichiers. Ah oui, j'imagine que les marques SanDisk ou Samsung sont les plus visées. Évidemment, mais malheureusement ça touche aussi d'autres marques, y compris Lenovo, Xiaomi, Sony et bien d'autres. Une étude indépendante de Matt Cole révèle que les cartes d'AliExpress sont en moyenne moins bonnes que celles d'Amazon. C'est pas étonnant. Oui, alors, moins c'est contrôlé, plus il y a d'escrocs. C'est pour ça que Temu, c'est encore pire. Mais surtout, c'est TikTok. Disons les endroits où les contrefaçons fleurissent. Bon, j'irai acheter en grande surface ou sur Amazon alors. Alors non, il y a aussi des bons produits sur AliExpress ou sur les autres. Et une bonne façon de trouver les fakes, c'est tout simplement le prix. Parce que beaucoup d'escrocs commettent cette petite erreur. Toutes les cartes, que ce soit la 256, la 512, la 1 Tera ou 2, tous les prix sont dans un mouchoir de poche. Et alors que ça devrait quasi doubler, enfin pas tout à fait. Alors regarde cet exemple. Ah oui, mais comment savoir si un prix est raisonnable alors? Eh bien c'est pour ça que je vous ai préparé un petit tableau des prix normaux. Donc le voici. Je vous ai mis une fourchette de prix, et puis aussi un prix moyen. Ah, merci beaucoup mon Patoche. Bien sûr, pendant une promo, ça peut être 10 ou 20% moins cher, mais une carte de 2 Tera à 30 €, c'est forcément une contrefaçon. Ouais, d'accord. Sujet suivant. La bagarre des robots rigolos. Enfin, rigolo ou pas. Donc là, on va voir les robots qui font de la boxe en Chine, et c'est très amusant. Regarde Molly. Ah oui, ils sont maladroits. C'est quoi comme IA? Alors c'est pas de l'IA, et ils sont radioguidés par 2 opérateurs, un peu comme dans les matchs de BattleBot qui existent depuis des années. Ah oui, j'aime bien ces émissions. Il y en a qui ont des idées vraiment créatives et puis c'est impressionnant parfois. Oui, c'est un très bon divertissement, et je suis d'accord. Ce qui est moins drôle, c'est que ces robots pilotés ou non sont sur le champ de bataille, en Ukraine en particulier. On y trouve des drones de toutes sortes, pilotés pour l'observation ou pour aller à l'impact, des munitions rôdeuses, c'est-à-dire que en fait c'est des drones, mais ils choisissent leur cible un petit peu toutes seules, enfin en tout cas elles vont jusqu'au bout toutes seules. Il y a aussi des drones roulants, qui sont surtout utilisés pour poser des mines sur les chemins. Mais on a vu aussi un drone roulant avec une mitrailleuse, probablement un prototype. Il y a également des drones marins sous la forme de bateaux, et même des drones amphibies. On se rapproche de Terminator? Bah, j'aimerais bien te dire que non, mais je suis pas si sûr que moi. En tout cas, cela pourrait changer le rapport de force entre des pays très peuplés et des pays moins peuplés. On le voit d'ailleurs dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie.
où les opérateurs de drones ukrainiens luttent contre des vagues de fantassins que l'armée russe envoie en continu. Hein. Ça doit donner des idées aux Taïwanais. Mais il paraît qu'il y a des brouilleurs contre les drones. Alors, c'est pour ça qu'au dernier mètre, l'image retransmise au pilote est souvent brouillée. Dans certaines circonstances, ce sont des drones avec une fibre optique qui sont déployés, donc sans brouillage possible du coup. Un drone volant qui tire un fil, c'est bizarre. Mais j'imagine qu'il faut beaucoup de pilotes et beaucoup de drones. Alors effectivement, pour l'Ukraine, on parle de 200 000 drones FPV par mois. C'est à peine croyable, j'ai dû revérifier. 200 000 par mois, ça fait 6 000 par jour. Et il y a combien de pilotes du coup? Finalement, comme pour le brouillage, c'est là que va jouer l'IA. Puisqu'on a déjà des munitions rôdeuses qui sont un peu plus autonomes. Mais lors d'un salon du Bourget, Xavier Titelman nous a présenté un fabricant ALX System, là, qui dispose de modèles équipés d'IA, et donc un seul pilote peut mener un essaim de centaines de drones. C'est l'avenir et ça fait froid dans le dos. J'ai peur, Patoche. Voilà qui est dit. Slop et Robot Artist, ça s'arrête où? J'ai découvert un groupe à la mode qui s'appelle The Velvet Sundown. C'est à la mode car tout le monde en parle. Ah, oui, sauf que petit détail, Molly, les gens ils en parlent parce que The Velvet Sundown, il n'existe pas. Enfin, pas vraiment. Il y a un nouveau mot pour ça, le slop. Le contenu IA de mauvaise qualité qu'on voit partout. Mais comment ça? Je l'ai entendu sur Deezer hier soir. Eh ben justement, Deezer a récemment confirmé que 18% des morceaux uploadés chaque jour sont désormais produits entièrement par IA. C'est dingue. Soit environ 20 000 morceaux. Le chiffre a doublé en un an. Attends, j'ai passé ma soirée à écouter un robot? Exactement. Donc des algorithmes qui ont appris à faire du rock psyché sans jamais avoir vu une guitare. Souviens-toi, nous avons ensemble composé des musiques avec Réfusion dans l'émission du 15 février. Et moi j'aimais bien le petit solo de guitare. C'était Siri, Alexa? Non. Deezer a annoncé vouloir limiter ce genre de contenu. Déjà, ce sera étiqueté, comme généré par IA. Et puis, ça va sortir des recommandations. Plus de royalties alors non plus? Alors, pas tout à fait. Il faudra les rechercher spécifiquement. Après tout, personne ne t'interdit d'aimer la musique générée par IA. En revanche, toutes les fraudes destinées à manipuler les chiffres de lecture, comme des robots faisant semblant d'écouter, voilà, ça coupe littéralement les royalties du groupe en question. Ok. Oui, le slop. Le slop. Slop, slop. Slop, slop. Un dernier petit sujet pratique, les chargeurs USB pas assez chers. Donc, en voulant rationaliser un petit peu les chargeurs qu'on utilise à la maison, j'ai acheté des chargeurs USB, mais alors vraiment pas chers. Tu veux dire quoi, 10 €? Ah non, moi je te parle de 2 € et en dessous. Donc bien sûr, c'est AliExpress, Temu. Mais je peux tirer quelques conclusions après mes tests. Patoche, tu n'as peur de rien. Alors ça donne quoi? Alors, à moins de 2 €, ils font pas vraiment de recharge rapide. Genre, ils vont faire 10 watts. Même si la boîte dit le contraire. Et en termes de conformité électrique, c'est probablement pas joli. Aucun ne fait de recharge rapide alors? Alors, vous voyez ici la petite multiprise. Un modèle noir à 1,99 € qui fait que du 10 watts. Le modèle blanc à 1,79 € pareil. Alors, ce modèle est un peu plus gros, là, à 3,64 €. Effectivement, j'ai réussi à faire une puissance respectable, mais les vraies marques, les bonnes, bah voilà, c'est après. La base US, que j'avais acheté 12,50 € il y a 2 ans, qui fonctionne toujours très bien. Et surtout, la Ikea 45 watts, elle vaut que 10 €. Et puis, on peut voir des vidéos de démontage de ce produit, et vous verrez à quel point elle est très bien fabriquée. Ça fait beaucoup de chargeurs. Tu nous conseilles quoi, Patoche? Bah moi, si 45 watts vous suffisent, l'Ikea ZJOS 45 watts, c'est imbattable en termes de qualité-prix. En plus, c'est dispo facilement. Donc restez surtout, je dirais, sur des marques identifiables. C'est sûr que le no-name, c'est un moyen de fuir les responsabilités en cas de problème. Ah, j'aurais pas mieux dit, Molly. Et donc voilà, c'est fini pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des infos utiles ou amusantes. Je vous souhaite à tous un très bel été et on se retrouve à la rentrée. À bientôt et bonnes vacances!